Ah, la Russie. La place rouge, les plaines de Sibérie, ses écrivains mythiques. Et bien sûr, ses ardents défenseurs de la vie privée. Mais c'est aussi l'invasion de l'Ukraine et ses milliers de morts, sa répression sanglante de toute contestation, et ce rideau de fer numérique qui impose aux Russes une surveillance de plus en plus totale. Depuis plusieurs semaines, la Russie a franchi une étape supplémentaire dans sa logique de contrôle de l'espace numérique. Un pays de plus de 143 millions d'habitants et un État qui traque le moindre octet d'informations pour le scanner. WhatsApp a été visé par un blocage total, et Telegram a subi des restrictions et un ralentissement. Depuis plusieurs années, des services comme YouTube sont interdits. L'Internet libre russe a fait place à un écosystème national clos, à une censure sans précédent et un contrôle total des communications et de l'information. Vous le savez, j'aime comprendre, décortiquer. Et pour ça, il faut regarder ce qui se passe ailleurs. Observer les modèles de surveillance et de régulation dans d'autres pays. Comprendre comment ils se déploient sur le plan technique et politique. C'est aussi apprendre à se prémunir et à être résilient si un jour, ça arrivait chez nous. Avec l'Iran et la Chine, la Russie est un cas d'école à ciel ouvert de ce qu'un État peut mettre en place pour contrôler ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous pensez. Et je me pose toujours cette autre question, qui peut sembler totalement folle. Est-ce que c'est possible en France ? Il y a quelques années, j'aurais rigolé. Mais plus le temps passe, plus la question paraît de moins en moins absurde. Les lois de surveillance en matière de renseignement deviennent toujours plus permissives, l'État cherche à étendre le champ d'action des boîtes noires, pousse la surveillance algorithmique, et on voit revenir régulièrement des tentatives dangereuses comme l'implantation de portes dérobées dans les messageries chiffrées. On va bientôt devoir prouver notre identité, notre âge, en ligne pour accéder à certains services, et c'est sans compter les sorties de route désastreuses sur la tentation d'interdire ou de restreindre les VPN. Donc si on peut déjà avoir protégé une très large majorité, eh bien on continuera, et les VPN, c'est le prochain sujet sur ma liste. Donc oui, il faut s'y intéresser de près, et même de très près, pour comprendre comment on en arrive là, comment ça fonctionne et comment des populations tentent de contourner et d'être résilientes. La question est donc simple. Ce que la Russie fait aujourd'hui, est-ce que ce serait possible en France ? Et pour comprendre, on va d'abord regarder ce qui se passe au pays de Vladimir. Avant de continuer, je dois vous parler du sponsor de cette vidéo, Private Alps. Quand on parle de censure, de blocage, de régulation, il y a un angle qu'on oublie souvent, la dépendance technique. Parce que le jour où une plateforme saute, ou un service est filtré, ou simplement on vous complique l'accès à un outil, la question devient très simple. Est-ce que vous maîtrisez encore votre environnement ou est-ce que tout votre projet repose sur l'infrastructure de quelqu'un d'autre ? C'est exactement là que Private Alps se place. Private Alps, c'est un hébergeur offshore suisse indépendant qui opère depuis 2019 et qui propose une infrastructure pensée Privacy First pour celles et ceux qui veulent garder le contrôle. Créateurs, développeurs, équipes entrepreneurs ou organisations qui gèrent des workloads sensibles. Ce que j'aime bien dans leur approche, c'est qu'on n'est pas sur un hébergement bricolé ou un service un peu opaque. Ils opèrent en Suisse sur leurs propres infrastructures avec un data center tier 4, un gros réseau, de la protection des DOS et surtout une logique de confidentialité claire, pas de KYC obligatoire, politique no log et une architecture zéro trust, conçue pour que même leurs équipes ne puissent pas accéder à vos données. Et ils ont aussi développé leur panel en interne. C'est propre, c'est orienté exploitation et c'est pas du tout marketing. En pratique, ça sert à quoi ? À monter un VPS propre pour auto-héberger ce que vous voulez, un site, un VPN, un reverse proxy, une instance Nextcloud, un serveur Matrix, un nœud, un outil de dev, même un petit laboratoire de cybersécurité ou juste un environnement de travail isolé. Ils font du VPS, du dédié, du bare metal, du GPU, du web hosting et même de l'hébergement Tor si vous avez des besoins spécifiques. Si ça vous intéresse, vous avez un avantage via mon lien, 10% de réduction sur les services Private Alps et 15% sur leur gamme bare metal. Tout est en description. Allez, fin de la parenthèse, on reprend. Pour cerner comment la Russie a basculé d'un Internet relativement ouvert vers un espace surveillé, contrôlé et restreint, il faut remonter un peu le temps. Jusqu'au début des années 2010, Internet était l'un des rares espaces où le débat respirait encore. C'était pas une liberté totale, évidemment, mais c'était un web foisonnant, accessible et capable de faire contrepoids face à la télévision et une presse déjà largement sous contrôle. Les grandes manifestations de 2011 et 2012 ont été un électrochoc pour le Kremlin. C'est là qu'apparaît en 2012 la première loi de liste noire, une loi votée pour la protection des mineurs contre la pornographie et la drogue. Mais très vite, le champ s'élargit à la lutte contre l'extrémisme. C'est un mot qui est suffisamment flou et élastique pour devenir un outil politique et servir à museler l'opposition. Ensuite, c'est un empilement de couches année après année jusqu'au tournant de 2019 avec la loi sur l'Internet souverain. Cette fois, il n'est pas seulement question de contenu, mais de s'attaquer à l'infrastructure avec des équipements imposés aux opérateurs pour permettre à l'État de reprendre la main sur le trafic en cas de menace. Et puis en février 2022, tout s'accélère. L'invasion de l'Ukraine sert de catalyseur, et pour contrer le récit d'une guerre que le Kremlin tente d'imposer comme une opération spéciale et faire taire toute contestation,
Facebook et Instagram sont bloqués. YouTube est étranglé par des ralentissements et on arrive à l'étape suivante, la plus sensible socialement, l'attaque frontale contre des messageries chiffrées étrangères jusqu'au durcissement majeur de ce début 2026. Dans le fond, tout n'est qu'une question de contrôle de l'information et du récit national. C'est ainsi qu'on contrôle les esprits. On peut contrôler la télévision, la presse, la radio, mais l'information circulait quand même. Sur les chaînes Telegram, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Et pour le Kremlin, il fallait à tout prix reprendre la main sur ce qui rentrait et ce qui sortait du pays. L'étau s'est resserré petit à petit jusqu'à ce que la moindre recherche en ligne sur certains termes interdits, qualifiés d'extrémistes, puisse mener à de la surveillance, des amendes, voire à de la prison. Il faut tout voir, tout entendre. Et pour faire ça, la seule façon d'y parvenir, c'est de maîtriser entièrement son réseau. C'est ce qui a conduit à la création du RUNET, une sorte de réseau local national, un internet russe à part, branché sur le réseau mondial, mais capable de fonctionner en autarcie si la Russie venait à être déconnectée. Et surtout, avec des points d'accès entièrement filtrés. Pour piloter la surveillance de masse, le Roskomnadzor a déployé son arsenal. C'est le gendarme des télécoms russes, que l'on pourrait comparer grossièrement à l'Arcom en France. Sauf qu'il a évolué pour devenir une sorte de super régulateur, au pouvoir quasi illimité, capable d'intervenir directement sur les flux de données sans passer par les tribunaux grâce à un arsenal technique sophistiqué qui court-circuite l'autonomie des fournisseurs d'accès. Fournisseurs d'accès qui n'avaient pas grande marge de manœuvre, étant déjà soumis aux ordres du Kremlin. Pendant longtemps, bloquer un service internet, c'était un peu comme mettre une barricade sur une route. On bloquait l'adresse IP du serveur, quand votre appli de messagerie voulait se connecter à ces serveurs, ça tapait dans un mur. Sauf que des services comme Telegram, ils ont appris à contourner ces obstacles. Ils changent d'adresse IP, ils multiplient les points d'entrée et surtout, ils peuvent se fondre dans des infrastructures géantes, celles de Google et d'Amazon. En 2018, la Russie a tenté de bloquer Telegram avec cette approche et ça a tourné au fiasco total. Roskomnadzor s'est mis à bloquer des plages entières d'adresses liées au cloud, jusqu'à 16 millions d'adresses IP bloquées en quelques jours. Ça a été le bordel complet. En partant à la chasse à Telegram, la Russie bloquait des listes d'adresses utilisées aussi par une multitude d'autres services, y compris des services russes, des outils du quotidien, des plateformes de commerce et tout un tas d'applications qui n'avaient rien à voir avec Telegram. Résultat, des pannes en cascade, une pagaille générale, et Telegram, qui continuait à fonctionner. Alors, tirant les leçons de cet échec, le Kremlin a changé d'échelle et a imposé une technologie beaucoup plus lourde, le DPI, pour Deep Packet Inspection, l'inspection approfondie des paquets. Là, on n'est pas du tout sur « je bloque une adresse IP », c'est vraiment le level au-dessus. Alors techniquement, on essaie de reconnaître un service par sa manière de communiquer sur le réseau. Comment la connexion démarre, quels protocoles sont utilisés, le rythme, certains en-têtes, des signatures, toutes ces métadonnées qui font que même si le contenu est chiffré, on est capable de dire en fait à qui ça va et de qui ça vient. Toutes les données utiles à envoyer ou recevoir le message permettent de savoir à quel service il appartient. On sait que tel message transite sur WhatsApp ou Telegram. Alors imaginez que le trafic internet soit une file ininterrompue de lettres à la poste. Le blocage classique, c'est regarder juste l'adresse sur l'enveloppe. Le DPI, lui, est capable d'ouvrir la lettre, d'analyser le style d'écriture pour reconnaître si c'est du WhatsApp ou du Telegram, et de déchirer la lettre instantanément si le contenu ne lui plaît pas. Cette technologie est déployée via des boîtiers appelés TSPU, que l'on pourrait traduire du russe au français par moyen technique de lutte contre les menaces. Et de toute manière, les opérateurs russes sont sous contrôle étatique. À partir de là, implanter des systèmes de filtrage et de surveillance à grande échelle, c'est pas vraiment un débat, c'est un ordre. Des TSPU, il y en a près de 7000 répartis dans tout le pays, placés sur les points d'interconnexion du réseau au plus près des utilisateurs. Et l'objectif est d'être assez proche de chaque Russe pour contrôler vite, finement et partout. Et en fait, quand je dis proche, c'est pas vraiment une image. Parce que dans un réseau, vos données ne vont pas directement de votre téléphone au serveur de WhatsApp en ligne droite. Elles passent de routeur en routeur. Chaque étape, on appelle ça un saut. Un saut, c'est une transition. Vos paquets de données quittent un équipement du réseau pour passer sur un autre, un peu comme une correspondance. Dire que vous êtes à moins de 2 sauts d'un TSPU, ça veut dire que très rapidement, après votre box ou votre antenne 4G, 5G, vos communications croisent déjà un point où elles peuvent être inspectées, ralenties et supprimées. Et le pouvoir russe a compris une chose. Interdire brutalement, ça se voit. Et quand ça se voit, ça provoque des réactions. Donc, ils ont fait plus insidieux, plus progressif, presque invisible au début. Ces machines ne servent pas seulement à bloquer des sites ou des serveurs, elles servent à étrangler le trafic. C'est ce qu'on appelle le throttling. Plutôt que d'interdire un service, on réduit sa vitesse, on ajoute de la perte, on introduit du délai, jusqu'à ce que le service devienne inutilisable. Une vidéo YouTube peut mettre des heures à charger. Un message WhatsApp part une fois sur 10. Et c'est ça qui est redoutable. T'as pas l'impression d'être censuré, t'as juste l'impression que ça marche mal. Et par frustration, beaucoup basculent vers les solutions nationales autorisées.
Et là, évidemment, la propagande arrive derrière. WhatsApp marche mal, eh bien, c'est pas grave, installez Max. Max, je le rappelle, c'est l'application développée, promue et poussée par le pouvoir russe et imposée aux Russes. Et en 2026, le système devient encore plus précis. Il s'agit même plus seulement de rendre une application inutilisable, mais de couper certaines fonctions et pas d'autres. Par exemple, perturber ou bloquer les appels vocaux sur Telegram, tout en laissant passer le texte. En fait, ça permet de casser les communications en temps réel, de désorganiser, de fatiguer, sans forcément assumer tout de suite un blocage total dès le début de l'opération. Tout ça, c'est une guerre d'usure pour pousser à l'usage des applications gouvernementales. L'architecture de contrôle russe ne repose pas seulement sur le DPI et les boîtiers TSPE. Elle repose aussi sur quelque chose de beaucoup plus basique, mais terriblement efficace, le DNS, le système de nom de domaine. Le DNS, c'est l'annuaire d'Internet. Quand vous tapez un nom de site, votre appareil demande « ça se trouve où ?» Et si cet annuaire est centralisé et contrôlé, l'État peut répondre « nulle part ». Ou au pire, vous renvoyez vers une page qui vous explique que le site est interdit, dangereux, extrémiste, ou simplement inexistant. Dans la pratique, ça veut dire qu'au lieu d'un écran noir qui dit censuré, beaucoup de gens voient juste une erreur banale, comme si le site avait disparu. Et ça, psychologiquement, eh bien, c'est assez puissant. On vous dit pas, on vous empêche, on vous fait croire que ça marche pas, que ça n'existe plus. Et pour verrouiller encore davantage, la Russie a aussi travaillé sur la couche de confiance du web, celle du chiffrement TLS. Vous connaissez le petit cadenas dans le navigateur. Il veut pas dire tout est secret. Il veut dire je fais confiance à l'identité du site et à la clé qui chiffre l'échange. Si un État arrive à imposer sur des appareils ou des réseaux ses propres mécanismes de confiance, typiquement des certificats racines ou des certificats maison, eh bien il peut se donner un pouvoir énorme, celui d'intercepter certains flux, de les faire transiter par ses équipements et de rendre la vie privée eh bien, beaucoup plus fragile qu'on ne l'imagine. Attention, ça ne veut pas dire que tout est déchiffré automatiquement, partout et tout le temps. Mais ça veut dire que l'État se bat aussi sur ce terrain-là, celui de la confiance technique, et pas seulement sur celui du blocage. Je le disais, au cœur de cette stratégie d'isolement, il y a surtout l'application Max. Présentée comme l'alternative nationale, elle n'est pas juste un clone de WeChat, c'est une super application, une application conçue pour devenir le centre de gravité de votre vie numérique. Messagerie, groupe, services, et au fil du temps, tout ce qu'on peut y raccrocher. Paiement, démarche, identité, et tout, en fait tous les usages quotidiens. Et c'est là que la logique change complètement. Parce qu'une messagerie indépendante, même imparfaite, c'est un outil parmi d'autres. Une super application intégrée à l'écosystème de l'État, eh bien c'est une porte d'entrée unique vers tout. Vos échanges, vos habitudes, vos cercles sociaux, et parfois vos accès aux services numériques de l'État. Évidemment, vous vous en doutez, rien n'est chiffré et tout est lisible par les autorités. Ces autorités ne se contentent pas de promouvoir Max par la publicité, elles poussent par l'administration. Petit à petit, on vous dit, les groupes de travail, c'est là. Les informations importantes, c'est ici. Les échanges officiels, c'est par là. Et quand votre quotidien dépend d'un canal unique, eh bien refuser, c'est pas un acte symbolique. En fait, c'est s'exclure, perdre des informations et des accès aux services de l'État. Et en fait, ils ont tout prévu. L'application est pensée pour rester utilisable là où les autres deviennent pénibles, instables ou cassés. Ce qui est quand même vachement plus facile quand tu peux bloquer les autres à ta guise. L'État russe pousse donc vers un outil unique qui centralise votre vie numérique. Et quand tout converge dans la même poche, la même application, le même écosystème, bah oui, vous êtes pisté en permanence. Pour inciter les Russes à l'installer et à surtout l'utiliser, ils sont prêts à tout. Un correspondant russe me racontait même que dans certains établissements, des élèves se voyaient attribuer une bonne note automatiquement, juste parce qu'ils avaient installé Max. Ça peut paraître grotesque, mais c'est très révélateur. Si ça prend pas, eh bien en fait on force par tous les moyens. Premier problème, le plan russe ne se déroule pas sans accroc. Max ne rencontre pas un franc succès auprès des Russes. Bah, tu m'étonnes. Beaucoup boudent ou l'installent sans l'utiliser. Les canaux de conversation sont vides et ne contiennent que les chaînes des autorités. Parce que les Russes, en fait, savent très bien ce que ça implique. Deuxième souci encore plus stratégique, Telegram reste un outil incontournable, y compris pour le pouvoir. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la Russie ne peut pas se permettre de tout couper d'un seul geste. Telegram, c'est pas seulement l'appli des opposants, c'est aussi un pont vers l'extérieur. Les interlocuteurs étrangers, diplomates, partenaires économiques ou financiers, refusent, eux, d'installer Max sur leurs appareils pour échanger avec des représentants russes. Ils vont pas mettre un outil de surveillance potentiel dans leur poche. Résultat, même quand le régime voudrait une bascule totale vers Max, eh bien en fait il est rattrapé par la réalité. Personne ne veut d'un logiciel espion dans son téléphone. Donc face à tout ça, les Russes font comme depuis plus de 20 ans, eh bien en fait ils contournent. Ce sont devenus des experts en la matière. Là-bas, on sait vraiment ce que c'est qu'un VPN. C'est un véritable laboratoire de ce qui fonctionne ou non face à un État qui met les gros moyens pour vous dissuader à coups d'amende et de peine de prison. Mais oubliez les VPN classiques, ceux en publicité partout. Ils sont désormais traqués. Roskomnadzor n'a pas besoin de lire le contenu avec le DPI. Il reconnaît souvent la signature d'un tunnel VPN, la manière dont la connexion démarre et il coupe. Ce sont plus de 250 VPN commerciaux qui sont bloqués sur le réseau russe. La lutte s'est déplacée sur un autre terrain, l'invisibilité.
Les profils les plus technophiles utilisent des outils plus récents, comme Vless avec Reality ou Amnesia. Et là, le principe est assez facile à comprendre si je le formule comme ça. Un VPN classique, c'est un tunnel blindé. Il est solide, mais il se voit. Ça ressemble à un tunnel, ça crie VPN. Ces nouveaux outils, eux, ne cherchent pas seulement à chiffrer, ils cherchent à se déguiser. Vless, c'est une manière de transporter votre trafic en restant très léger, très discret, sans ajouter les marqueurs habituels qui trahissent un VPN. Reality, c'est la couche de camouflage. Au lieu d'avoir l'air de se connecter à un serveur VPN, votre connexion donne l'impression d'aller sur un site banal et autorisé. Comme si vous consultiez un site de e-commerce avec un service cloud ou une page web parfaitement normale. Parce que bloquer ce trafic-là, ça risque aussi de casser des sites autorisés. Amnesia, c'est un peu la même logique. C'est appliqué à WireGuard pour ceux qui connaissent. On prend un protocole connu et on le modifie pour casser sa signature. On ajoute du bruit, on change la forme des paquets, on brouille les indices que le DPI cherche. En gros, on ne rend pas seulement le message illisible, on essaye de rendre le tunnel méconnaissable. Mais cette résistance, elle a un coût. Elle demande des compétences, du temps et parfois de l'argent et une capacité à bidouiller que tout le monde n'a pas. Et c'est là qu'on voit une fracture se créer dans la société russe. D'un côté, une minorité à l'Est, techniquement, qui arrive encore à s'informer et à communiquer via des serveurs loués à l'étranger, des outils camouflés, des solutions auto-hébergées, et de l'autre, la grande majorité enfermée dans un espace clos où les applications autorisées fonctionnent mieux que les autres, où l'information est filtrée et où chacun sait que le moindre mot de travers peut avoir des conséquences. Et au final, c'est peut-être ça le plus important à comprendre. La surveillance constante produit une autocensure massive. À un certain niveau, le risque de la répression devient plus efficace que le blocage technique lui-même, parce que même si vous pourriez contourner, beaucoup finissent par ne plus oser. Vous voyez maintenant comment ça se passe là-bas. Alors je reviens à la France et à la question initiale, est-ce qu'on pourrait faire la même chose chez nous? Là comme ça a l'air terrifiant. Mais sur le plan purement technique, la réponse est plus compliquée qu'un simple oui ou non. La Russie a recentralisé son réseau et elle a installé ses outils de contrôle dans les tuyaux. En France, c'est pas vraiment le cas. Notre Internet est beaucoup plus décentralisé. Il n'y a pas un petit nombre de portes d'entrée faciles à verrouiller, mais une mosaïque d'opérateurs différents, de réseaux et de points d'interconnexion. Il faut expliquer une notion. L'IXP, les points d'échange Internet. Un IXP, c'est un endroit où des opérateurs et des grands réseaux viennent se connecter entre eux pour échanger du trafic localement, au lieu de faire un détour à vos données à l'autre bout du pays, ou à l'étranger. En France, vous avez des IXP comme France IX et d'autres qui participent à cette décentralisation physique du trafic. Ça rend le réseau plus résilient mais aussi plus difficile à contrôler de manière centralisée. Donc, si on voulait faire une censure à la russe avec des boîtiers de DPI partout, il suffirait pas d'écrire une loi. Il faudrait une intervention matérielle massive sur une quantité énorme de nœuds du réseau. Ça coûterait extrêmement cher, on parle de montants qui se chiffreraient en milliards et surtout, ça se verrait très rapidement. Et il y a un autre paramètre, la France est devenue un pays très fibré. Fin 2025, la couverture fibre approche la quasi-totalité du territoire, ce qui signifie aussi que le trafic circule sur une multitude de chemins, de segments et de points de transit. En fait, plus il y a de routes possibles, plus le contrôle central devient lourd à mettre en place. Sur le plan légal maintenant, la loi SREN du 21 mai 2024, par exemple, renforce certains dispositifs de l'Arcom, qui peut ordonner le blocage de sites pornographiques qui ne mettent pas en place une vérification d'âge, et on a déjà des mécanismes de blocage ciblés liés à la lutte contre les contenus pédocriminels ou terroristes. Mais il y a une différence fondamentale avec le modèle russe. En France, le blocage est censé être une mesure d'exception encadrée, contestable et soumise au contrôle d'un juge, ce dont se dispense le régime russe. Par exemple, après le blocage de TikTok en Nouvelle-Calédonie en mai 2024 pendant les émeutes, le Conseil d'État a rappelé une limite. Même dans un contexte de troubles graves, on ne peut pas suspendre un réseau social de manière totale et sans borne claire, sans tomber dans une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression. Ce n'est pas l'exécutif qui décide seul, et la proportionnalité est un mur juridique. Mais la vraie question, celle qui dérange, c'est la dernière. Ce garde-fou tient, tant qu'on l'accepte, tant que le droit reste un frein, tant que les juges restent un contre-pouvoir, tant que l'exception ne devient pas une habitude. Et c'est précisément pour ça qu'il faut regarder la Russie. Pas pour dire on va censurer comme en Russie, mais pour comprendre à quoi ressemble la pente glissante. En France, pour qu'un blocage soit légal, il doit remplir des conditions strictes. Il faut qu'il soit indispensable face à un péril grave, qu'il n'existe pas d'autres moyens techniques moins restrictifs et que sa durée soit limitée au strict nécessaire. On est loin du système russe où le blocage de WhatsApp a pu être décidé parce que l'entreprise refusait de se plier aux exigences locales, comme stocker les données sur des serveurs russes ou coopérer davantage avec les autorités. En France et en Europe, la loi demande de la proportionnalité. Même quand l'État impose des dispositifs comme la vérification d'âge, la CNIL, l'Arcom ou les débats publics imposent au moins une ligne rouge. Évitez de transformer ça
en contrôle d'identité généralisé. L'objectif, en théorie, c'est de vérifier l'âge sans ficher tout le monde. Là où dans le modèle de l'application Max, l'identification et la centralisation sont justement le cœur du système. Alors je commence à vous connaître, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais justement, on glisse vers ça. Avec la vérification d'âge, avec l'identité numérique, avec le ID Wallet, et c'est exactement à ça que je veux en venir. Ce sont ces glissements qu'il faut repérer. Et ce n'est pas après qu'il faut protester quand l'infrastructure est déjà là, c'est avant. Parce que les outils d'aujourd'hui présentés comme des protections pour les enfants contre la fraude, contre la cybercriminalité, peuvent devenir demain des outils de contrôle. Repensez au début de la vidéo. Les premières lois russes de filtrage étaient, elles aussi, justifiées par des arguments protecteurs. Alors quel bilan tirer de cette comparaison ? La Russie nous montre un futur possible, celui du Splinternet, où Internet n'est plus un réseau mondial, mais une série de forteresses numériques. Cette souveraineté par l'isolement permet un contrôle politique très fort, mais elle coupe aussi un pays d'une partie de l'innovation et transforme la vie numérique en terrain miné pour les citoyens. Max, c'est l'aboutissement de cette logique, un outil pratique qui rend service au quotidien, et précisément parce qu'il centralise. Et plus ça centralise, plus ça surveille. Ce n'est pas juste une application, c'est une brique de gouvernance, un moyen de tenir une population par ses habitudes, ses communications et ses dépendances. En France, on voit monter des outils de régulation plus puissants, c'est vrai. Mais on reste pour l'instant ancré dans une tradition de liberté publique avec un contrôle des juges, des recours et des contre-pouvoirs. La technique peut permettre beaucoup de choses, mais c'est le droit qui fixe les limites. Et au fond, ce n'est pas seulement la loi qui décide de ce qui est acceptable, c'est aussi la société, c'est nous. C'est nous, collectivement, qui devons refuser que l'exception devienne la norme. Le blocage de WhatsApp et les restrictions contre Telegram en Russie, c'est un avertissement. Ce n'est pas « ça va arriver demain, chez nous », mais parce que ça montre ce qui se passe quand la surveillance n'est plus limitée par des contre-pouvoirs. Et si on veut éviter ça, eh bien notre meilleure arme, ce n'est pas la panique, c'est la vigilance politique, juridique et aussi technique. Parce que ce sont ces remparts-là, le juge, le débat public et une architecture de réseau moins centralisée, qui empêchent qu'un pays bascule du jour au lendemain dans un contrôle total. En fin de compte, la question n'est pas seulement de savoir si c'est techniquement possible. Parce qu'avec assez de moyens, assez de temps et assez de volonté politique, un État peut toujours essayer de contraindre ses infrastructures et ses citoyens. La vraie question, c'est le prix. Quel prix une société est prête à payer au nom de la sécurité, au nom de la souveraineté numérique ? En 2026, la Russie a fait son choix, et ce choix, c'est celui de sacrifier la liberté sur l'autel du contrôle. En France, le débat continue. Mais on a au moins une certitude, notre droit, nos juges et l'architecture de notre réseau sont des freins puissants à cette tentation de la chape de plomb numérique. Mais on doit rester attentif, parce que si la technologie de censure est un virus, alors l'état de droit, c'est notre seul véritable système immunitaire. Merci à Private Alps, sponsor de cette vidéo, vous retrouverez toutes les informations en description. Merci d'avoir regardé, pensez à vous abonner et à lâcher un pouce bleu, et n'oubliez pas, l'erreur se trouve toujours entre la chaise et le clavier.